to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je renoue le dialogue avec Arnaud Lanuc, je suis très content. Il était venu la dernière fois pour un fait croquer, c'est-à-dire qu'on avait essayé de comprendre d'où il venait cinématographiquement et puis on avait remonté le fleuve jusqu'au cinéma d'Asie. Donc je suis très content qu'il soit là. Et il est là parce que il a participé, il participe à beaucoup de choses. Il y a un coffret de 3 films produit par la Shaw Brothers qui a été édité par Spectrum Film il y a quelques temps. Et dans ces 3 films, dans ce coffret, parmi les bonus, Arnaud fait partie de ces 3 bonus. Et voilà, donc je voulais savoir si j'aurais bien voulu en discuter avec lui. Il a dit pas de problème, donc il est là. Les 3 films en l'occurrence sont, je vais vous montrer le visuel. Il y a Portrait in Crystal de 1983 de Yua Shawn. Alors, je dis tout de suite, pardon pour la prononciation si je le fais mal. J'en suis vraiment désolé, mais mon invité va me rectifier après. Et Legend of the Fox de 1980, réalisé par Chang Cheh. Et The Bell of Dave, réalisé par contre un peu plus tôt, en 68, et réalisé par Griffin Yue Feng. Voilà. Et on va parler un peu de tout ça. Le coffret, c'est 3 films édités en Blu-ray. Et je remercie Spectrum Film pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien qui renvoie au site de Spectrum si vous voulez vous procurer ce coffret, ces 3 films. Je me tais. Comment vas-tu, Arnaud? Ça va très bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et toujours heureux de pouvoir parler de Wuxia, de Shaw Brothers et de toutes les choses que j'aime. Ah bah alors, parlons de ces 3 films. Si on devait leur trouver une espèce de fil conducteur, ce serait lequel? Le principal fil conducteur, c'est évidemment celui du genre, hein, puisqu'ils appartiennent tous à ce qu'on appelle les wuxiapian, donc les films de chevaliers chinois, avec des variations, mais qui sont assez emblématiques de l'évolution que le genre a connue au sein de la Shaw Brothers. Alors, je vais juste faire un petit rappel général à ce niveau, à savoir que la Shaw Brothers, quand elle a vraiment commencé à prendre possession du cinéma de Hong Kong dans les années 50, c'était pas forcément le wuxia qui était son genre de prédilection. On a tendance à associer la Shaw Brothers avec ce type de film, mais dans les années 50-60, c'était absolument pas le type de film dominant au sein du studio. On était plus sur des drames historiques, des films d'opéra. C'était vraiment ça qui était la principale activité du studio. Mais à partir des années 60, du milieu des années 60, Run Shaw s'est rendu compte que ce type de spectacle qui avait été la cheville ouvrière du studio était en train de perdre un petit peu en popularité auprès du cinéma de Hong Kong et de l'ensemble de la zone asiatique, hein, parce que la Shaw Brothers était très dépendante du marché du sud-est asiatique au sens large, Malaisie, Taïwan et autres, Singapour, autres territoires donc dans la zone. Et par conséquent, ils ont cherché un autre genre qui serait à même de retrouver les faveurs du public et qui s'inscrirait également dans l'héritage classique de la Shaw Brothers, qui sont des films censés se passer dans une Chine ancienne, un petit peu mythifiée. Parce qu'à la Shaw Brothers, il y avait quand même énormément de personnes qui étaient en fait des émigrés de la Chine continentale. Donc il y avait beaucoup cet aspect un peu nostalgique et très exagéré dans la vision de la Chine de cette période. Et donc, ils se sont naturellement orientés vers les films de chevaliers, vers le wuxia, qui était un genre qui était davantage populaire dans le cinéma en cantonais, puisque à Hong Kong, à cette époque, il y avait une stricte séparation entre cinéma en mandarin, qui était donc la Shaw Brothers et quelques autres firmes, et le cinéma en cantonais, qui était l'apanage d'autres studios. Et elle s'est donc lancée dans une entreprise à partir de la seconde moitié des années 60, tout à fait consciente de récupérer, de se réapproprier le genre du wuxiapian. Et pour ça, il a fallu évidemment se distinguer par rapport à ce que la concurrence faisait, donc la concurrence essentiellement du cinéma en cantonais. Et ils ont trouvé un certain nombre de gimmicks, on va dire, pour pouvoir mettre ça en avant. Parmi ceux-ci, il y a la violence. Donc la violence était un élément qui était clairement mis en avant.
la production value, avec donc des costumes plus travaillés, avec des studios également plus élaborés, des décors plus élaborés. Ça inclut également la couleur, qui n'était pas forcément si fréquent dans le cinéma en cantonais de l'époque. Et avec également la volonté de mettre en avant une certaine forme de jeunesse, on va dire, en tout cas de donner leur chance à toute une nouvelle génération d'acteurs. Et cette démarche a porté ses fruits, puisque à partir donc de la seconde moitié des années 60, le Wu Xiapian, le film de chevalier, est vraiment devenu quelque part l'apanage de la Shaw Brothers. Elle a quasiment aspiré le cinéma de chevalier en cantonais, et celui-ci est à peu de choses près mort à la toute fin des années 60. Et on a vu ainsi l'émergence de nouveaux réalisateurs talentueux qui vont devenir des piliers du cinéma de Hong Kong, comme un certain King Hu, donc avec l'Hirondelle d'or Come Drink With Me en 1966, puis Shang-Chi avec sa série du One-Armed Swordsman, le sabre manchot. Et au sein de cette nébuleuse de nouveaux réalisateurs qui s'essayent au wuxia et qui permettent à la Shaw Brothers de récupérer le bébé, eh bien, il y a Griffin Yufeng qui, lui, est un cas un petit peu à part, parce que Griffin Yufeng, donc le réalisateur de Bells of Death, c'est quelqu'un qui est en fait un vétéran du cinéma chinois. Alors, chinois au sens large, parce que lui, il a commencé à Shanghai dans les années 30. Il a fait énormément de films durant toute sa carrière, d'abord à Shanghai, ensuite à Hong Kong, où il a d'abord travaillé dans le cinéma dit de gauche, parce qu'à une certaine époque, à Hong Kong, il y avait un cinéma de gauche. Ça peut paraître assez étonnant, mais c'était le cas. Et ensuite, il s'est orienté vers des firmes plus connues, comme la MP&GI, qui va devenir la Cathay, et ensuite la Shaw Brothers. Mais ce qui est assez intéressant dans son cas spécifique, c'est que le Wu Xiapian n'était pas un de ses genres de prédilection du tout. C'était plus un réalisateur social, historique, dramatique. Et en fait, il s'est lancé dans l'exercice du Wu Xiapian qu'à la toute fin de sa carrière. The Bells of Death, ça représente les 5-6 dernières années de sa carrière, donc il est vraiment en tout bout de course. Mais c'est un excellent réalisateur et il a la possibilité de le montrer ici, et The Bells of est un excellent Wu Xiapian. Et alors après, pour terminer ma démonstration, pour faire le lien avec les deux autres films, il va y avoir une évolution au fur et à mesure dans la manière dont la Shaw Brothers va produire les Wu Xiapian. Donc on va avoir cette nouvelle école de Wu Xiapian durant la seconde moitié des années 60. Après, ça va dériver un petit peu plus vers le kung-fu sous l'influence de Bruce Lee et de Wang Yu, dans lequel Shang-Chi va s'illustrer. Et à partir de la seconde moitié des années 70, il va y avoir un renouveau du film de chevalier Made in Shaw Brothers grâce à Choryun, Chuyan en mandarin, dont il va y avoir un coffret à venir chez Spectrum, mais qui, dans le cadre de ce coffret spécifique, est un petit peu le chaînon manquant en fait. Si on voulait vraiment montrer l'évolution du Wu Xiapian Made in Shaw Brothers, il aurait fallu également un film de Choryun au milieu. Mais il n'empêche que Choryun, donc, il va relancer ça avec deux aspects essentiels. Le premier, ça va être les adaptations d'écrivains de wuxia extrêmement célèbres, des écrivains contemporains. Alors lui, il va se spécialiser dans Gulong, mais la Shaw Brothers, elle va se lancer durant cette période, suite au succès des adaptations de Gulong par Choryun, dans toute une entreprise d'adaptation de tous les écrits les plus populaires. Et il va y avoir une espèce de répartition du travail entre Choryun d'un côté, qui va essentiellement faire des adaptations de Gulong, et de l'autre, Shang-Chi, qui lui va se concentrer sur les adaptations de Jin Yong. Donc Jin Yong, Gulong, les deux grands écrivains modernes des récits de chevaliers. Et donc Legend of the Fox de Shang-Chi, donc de 1980, c'est exactement un film qui appartient à ce registre. C'est une adaptation de Jin Yong. Alors, sachant que durant cette période, Shang-Chi faisait quand même déjà des wuxia depuis plus de 10-15 ans en gros, et qu'on peut quand même sentir un petit début de fatigue, on va dire, au sein de son cinéma. Mais
parmi ce qu'il a fait durant cette période, je trouve que Legend of the Fox fait partie des meilleurs. Et pour terminer, la toute dernière partie de cette évolution du panorama des Wuxia Made in Showbrothers, c'est la première moitié des années 80. Donc là, on est dans la période de la nouvelle vague, où il y a un besoin de sang neuf, il y a besoin d'injecter des choses nouvelles, et on va voir un certain nombre de wuxiapian totalement déjantés, où il va y avoir plein d'effets spéciaux, avec un rythme extrêmement rapide. Le plus emblématique de cette tendance, ce sont les films de Tony Liu, comme Les Bastard Swordsman ou Lady Assassin. Et là-dedans, il va y avoir également une toute petite mini tendance de wuxiapian, tendance horreur, avec ce Portrait in Crystal, où il va y avoir des effets gore et également souvent des éléments érotiques. On va avoir également des jeunes femmes nues ou ce genre de choses. Et ça va être le dernier feu d'artifice, un petit peu délirant, limite bis par certains aspects, qui va avoir lieu à la toute fin de la Showbrothers avant qu'elle ferme ses portes en 1985. Donc l'idée de ce coffret, en fait, c'est vraiment d'offrir un panorama dans toute sa diversité de ce que le wuxiapian Made in Showbrothers a pu être. Est-ce que si on prend le dernier film, celui de 1983, Portrait in Crystal, est-ce que c'est un film qui se démarque? Et si oui, de quelle façon il se démarque? Et est-ce que ce genre de, cinéma a redonné un coup de force à la Shaw Brothers? Est-ce qu'il se démarque par rapport à ce qui se faisait à l'époque? Pas tant que ça. On est dans un espèce de mélange entre les classiques de la Shaw Brothers, les impondérables du studio, on va dire, dans le sens où il y a un certain nombre de contraintes techniques, où il faut utiliser un certain nombre de décors, parce que Portrait in Crystal et Washan, c'est pas le top niveau en matière de réalisateur au sein de la Shaw Brothers. Alors on peut trouver que c'est injuste, mais il y avait une espèce de hiérarchie avec des réalisateurs plus prestigieux qui pouvaient avoir accès aux plus grands studios, qui pouvaient faire des nouveaux décors, et il y avait les réalisateurs considérés comme un petit peu en dessous, la division B du studio, et qui, eux, devaient un peu composer avec les miettes de ce qui avait été fait par les autres. Donc Washan, il a dû composer avec des décors, avec des costumes qui avaient été faits pour également d'autres films, alors avec quelques altérations quand même, histoire de dire. Mais voilà, ça fait qu'il était quand même contraint par un certain nombre de limites qui étaient celles du studio à l'époque. À côté de ça, ceci étant, il essaye d'apporter un dynamisme nouveau parce qu'il y a cette nouvelle vague hongkongaise qui a un rythme beaucoup plus élevé. Alors il y avait également, la nouvelle vague c'est un élément, mais il y avait également un autre studio qui était apparu au tout début des années 1980, la Cinema City, fondée par Karl Maka, Dean Sheck et Raymond Wong, dans laquelle va travailler Choy Ark et d'autres réalisateurs prestigieux comme John Woo. Et eux, ils vont vraiment pousser les potards à fond en termes de comédie et de rythme. Et ça va infuser l'intégralité du cinéma de Hong Kong, et ça va devenir une véritable marque de fabrique. Et un certain nombre de réalisateurs relativement jeunes, tels que Washan sur ce Portrait in Crystal, vont essayer d'émuler ce rythme extrêmement soutenu, et ils vont donc essayer de l'intégrer à des formules de wuxiapian en essayant de pousser avec d'autres idées. Enfin, ils vont vraiment se lâcher totalement dans les idées de scénario, dans les idées visuelles, dans les chorégraphies, et ça donne quelque chose d'assez détonnant, qui est très dynamique et très fun. Hormis le fait que ces 3 films qui sont ce coffret, Blu-ray, qui dessinent, comme tu le disais au début de l'émission, une certaine évolution au sein même de la Shaw Brothers, ces 3 films, que disent aussi ces 3 films de cette Chine-là, de cette période-là, entre 68 et 83? Alors c'est une vision, alors il faut bien préciser quand même que, c'est une vision de la Chine, hein, que ce n'est pas tourné en Chine, puisqu'à l'époque, Hong Mmh. Kong était encore une colonie britannique. Et qui avait en plus à l'époque une concurrence sur ce qu'était la Chine, hein, puisque d'un côté il y avait la Chine populaire, qui effectivement occupe la majeure partie du territoire tel qu'on l'entend de la Chine traditionnelle, et à côté de ça il y avait Taïwan, la République de Chine,
qui, elle, également se considérait comme la véritable Chine. Donc il y avait une concurrence en termes de ce qu'était la Chine durant cette période. Après, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la Chine de cette période? Sur The Bells of Death, on est dans un récit vraiment classique d'épéiste solitaire. Donc on est dans un univers vraiment du Jianghu. Donc le Jianghu, c'est le monde des rivières et des lacs, tel qu'on l'appelle. C'est un monde un peu, une Chine parallèle en quelque sorte, dans laquelle il y a un certain nombre de chevaliers errants, de différentes sectes martiales qui se battent entre elles pour dominer ce monde. Donc c'est une espèce de Chine alternative qui n'a jamais réellement existé et qui est assez éloignée des lieux de pouvoir. Et alors ça, je pense que ça représente également une sorte d'idée de l'exil dans lequel se ressentaient les réalisateurs de cette époque, puisque, comme j'ai dit, ils venaient de Chine continentale et ils étaient partis suite à la victoire des communistes durant la guerre civile en 1949. Donc ils ont mis, c'est le cas pour Kai-Fin Yufeng, le réalisateur de Bells of Death, mais c'est le cas aussi de Shang-Chi, c'est le cas aussi de King Hu. Et donc on retrouve effectivement des éléments issus de cette vision idéalisée de la Chine, dans laquelle on est loin des lieux de pouvoir. En fait, on n'est vraiment pas sur les luttes d'intrigue réelles telles que ça a pu l'être durant les différentes dynasties chinoises. Donc, on est dans une Chine totalement imaginaire dans le cadre du film de Kai-Fin Yufeng, et on reste dans une Chine très imaginaire avec les films suivants de Shang-Chi Legend of the Fox et de Washan avec Portrait in Crystal, sachant que on est plus dans la débauche visuelle, on va dire, avec le dernier, et on perd en côté vraiment classique. Quoique non, il y en a encore. Il y a quand même tous les ingrédients classiques des histoires de Wuxia. Et ce syndrome, alors c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome des plaines, qui était quelque chose de très courant chez les émigrés chinois qui se sont réfugiés à Taïwan ou à Hong Kong, avec une tendance donc à idéaliser la Chine de l'époque et à essayer de mettre des personnages qui sont un peu en marge des centres de pouvoir, parce que ça correspond exactement à la situation dans laquelle ils étaient eux-mêmes à Hong Kong, où ils se considéraient en exil. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également très souvent dans les écrits de Jin Yong, dont lequel est adapté sur Legend of the Fox par Shang-Chi. Mais hormis les références, littéraires dont tu parlais, par exemple, prenons The Bells of Death, tu disais que, Griffin Yue Feng était pas forcément qui n'est pas du wuxia, enfin, mais quand on voit ce film, on peut être étonné et impressionné aussi par, cette manière de capter, de cadrer, toutes les scènes de combat, et moi, ça m'intéresse de savoir, comment, déjà, d'une part, dans ce film, d'où, il puise cette inspiration pour cadrer de cette manière? Et puis de manière globale avec les 2 autres films, est-ce que, les références sont différentes par rapport à ces scènes d'action? Complètement différentes, effectivement. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant quand on observe les wuxiapian de la Shaw Brothers de la seconde moitié des années 60, c'est qu'ils sont quasiment toujours extrêmement bien réalisés. Les cadrages sont très, très soignés. Et c'est quelque chose qu'on va perdre un petit peu durant les années 70, où il va y avoir des choses beaucoup plus baroques avec une abondance de zoom. Ça, à mon avis, ça tient beaucoup au lien qui était très fort avec les studios japonais à l'époque, à savoir que la grande référence en Asie durant les années 50, 60, un peu moins à partir des années 70, c'était le cinéma japonais. Et il y avait des liens très forts entre la Shaw Brothers et différents studios japonais, donc du côté de l'archipel, avec un certain nombre de techniciens qui venaient, par exemple Washan, donc bon là, Washan, c'est plus sur la fin
avec 1983 Portrait in Crystal, mais à la base, c'était un chef opérateur, un directeur de la photographie, et il avait été l'élève d'un très célèbre directeur photo japonais, Tadashi Nishimoto, qui avait été débauché par la Shaw Brothers afin d'entraîner leurs équipes. Donc il y a un véritable savoir-faire japonais qui a été inculqué à un certain nombre de techniciens de la Shaw Brothers durant la période des années 60. Et Griffin Yufeng a certainement été également il a également récupéré un certain savoir-faire par rapport à ça. Après, une des différences aussi, à mon avis, qui est importante à souligner dans le cadre de The Bell of Death, c'est que on n'était pas encore, durant cette période, avec la toute-puissance des chorégraphes de combat. Je m'explique. Durant les années 70, avec l'avenue de gens comme Bruce Lee et autres, les chorégraphes de combat ont commencé à prendre une importance de plus en plus grande, et les réalisateurs se sont reposés en grande partie sur leurs épaules pour mettre en scène les combats. Plus tard, chez Shang-Chi, pour avoir eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec lui, eh bien, en gros, il laissait ses chorégraphes s'occuper de quasiment tout, quoi. Et ça va devenir la norme durant la toute fin des années 70, où les chorégraphes vont devenir vraiment les superstars, ils vont devenir réalisateurs à leur tour, et ça va donner des films absolument incroyables, mais ça va devenir quelque part aussi une espèce de démonstration de savoir-faire chorégraphique. Or, avec Griffin Yufeng et avec la seconde moitié des années 60, on n'est pas encore dans ce registre-là. C'est-à-dire que le réalisateur reste totalement concentré sur l'ensemble du métrage, et il est totalement impliqué à 200% également sur les scènes d'action. Et il va donc par conséquent ne jamais perdre de vue le sens dramatique de ses combats et ne pas vouloir faire juste de la chorégraphie pour la chorégraphie. Et c'est quelque chose qu'il y a effectivement dans The Bells of Death, où on reste concentré sur les personnages et la manière dont il met en scène, la manière dont il monte les combats sont avant tout faits pour illustrer l'état d'esprit du personnage et pas forcément faire plus en termes de débauche d'action. À ça, il faut également ajouter donc l'influence du film de samouraï, qui, comme j'ai dit, était la grande référence du cinéma de sabre en Asie durant cette période. Et on sent là également une grosse influence à ce niveau, puisqu'il y a le grand truc du cinéma de samouraï japonais, en tout cas en ce qui concerne l'action, c'est l'attente, c'est la préparation. On va reprendre évidemment du classique Kurosawa, la scène finale de Sanjuro, où on a un très long moment où les deux personnages de Tatsuya Nakada et Toshiro Mifune se regardent, et on se demande quand est-ce qu'il va réellement, ce combat va avoir lieu, et quand il a lieu, il est extrêmement bref, extrêmement rapide. Et on est encore beaucoup dans cet héritage, dans cette influence sur The Bells of Death. Il va y avoir toute une préparation avant que le combat ait lieu, où les personnages bougent un petit peu, où ils dégainent leurs épées lentement. Tout ça, c'est vraiment très présent, et c'est très efficace dans le cinéma japonais, et c'était évidemment également très efficace dans le cinéma hongkongais. Par contre, évidemment, quand on passe à Legend of the Fox 1980 et Portrait in Crystal, alors on est dans un registre totalement différent. L'influence du cinéma japonais, elle a quasiment disparu. Une autre influence qui était assez importante à noter sur The Bells of Death, c'est l'influence du western italien. Alors ça fait partie des choses que moi j'aimerais bien pouvoir enquêter un jour, mais je pense qu'il faudrait une véritable étude académique sur la question, parce que j'ai du mal à déterminer si c'est une influence directe du western italien dans le cinéma hongkongais, ou si ça passe par une boucle, dans le sens où le cinéma de western italien a influencé les réalisateurs et techniciens japonais, qui ont ensuite influencé le cinéma de Hong Kong. J'avoue que là-dessus, j'aimerais bien pouvoir pousser, mais je n'ai pas de réponse très claire sur comment s'est passée cette influence. Mais enfin, en tout cas, elle est là. Et bizarrement, cette influence du western italien, elle reste un petit peu sur le film de Shang-Chi, sur Legend of the Fox, mais plus dans sa version parodique et dégénérée quelque part.
avec des zooms à gogo, avec des effets parfois un petit peu violents, un petit peu grossiers, on va dire. Et sur Legend of the Fox, là, clairement, on est dans l'univers du chorégraphe roi où ce qui compte, c'est des scènes d'action extrêmement longues avec des chorégraphies très élaborées. En l'occurrence, ici, elles ont été faites par les Venom, donc la troisième troupe d'acteurs avec laquelle Shang-Chi a travaillé, qui sont essentiellement des gens issus de l'opéra de Pékin de Taïwan. Et donc ça donne des choses très jolies en termes de chorégraphie, mais qui parfois font vraiment la chorégraphie pour la chorégraphie. Et ça peut être un petit peu compliqué sur un film comme Legend of the Fox qui adapte un récit de Jin Yong, et comme je ne l'ai pas encore précisé, mais je vais le faire, les récits de Jin Yong sont extrêmement longs. C'est des choses qui étaient publiées toutes les semaines dans des journaux pendant plusieurs années. Donc on a des histoires à rallonge, et réussir à faire tenir ça dans un film de 1h30, 2 heures, avec ce qu'il faut de séquences d'action extrêmement longues qui dépassent facilement les 2 à 5 minutes, c'est un exercice qui est assez délicat. Et après, avec Portrait in Crystal, là, on est dans un univers totalement différent. On est dans une volonté de faire quelque chose de totalement débridé, de totalement baroque, avec un maximum de vitesse, un maximum d'effets choc quelque part, et des personnages totalement étranges. Et là, c'est plus une influence hongkongaise, puisque c'était ce qui se faisait également dans le cinéma de Hong Kong du tout début des années 1980, matiné de quelques éléments issus du cinéma d'horreur, aussi bien italien qu'américain. Donc je rappelle, Arnaud Lanuc est là pour nous parler du coffret Shaw Brothers. Je vais le montrer une fois de plus, c'est celui-ci, voilà, qui est édité édité chez Spectrum Film. C'est 3 Blu-ray. Les 3 films sont The Bell of Death, qui date de 1968, réalisé par Griffin Yue Feng. Le deuxième film, c'est Legend of the Fox de 1980, réalisé par Chang Che. Et le troisième et dernier film, Portrait in Crystal de 1983, réalisé par Wan Shan. Toutes les informations sont le descriptif de la vidéo. Une dernière question, là, elle est très subjective. Elle va apporter une réponse très subjective. De ces 3 films, lequel est non pas le plus important pour toi, mais lequel peut-être sort du lot te concernant? Alors ça se joue clairement entre The Bells of Death et Portrait in Crystal. The Bells of Death, finalement, ne sort pas tant du lot que ça, dans le sens où il s'intègre totalement à cette politique de la Shaw Brothers de se réapproprier le film de chevalier à cette époque. Mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est un film de Griffin Yue Feng, et que Griffin Yue Feng en France est quasi totalement inconnu. Je crois que ça doit être probablement le tout premier film, ou un des tout premiers films à être édité en France. Or, comme je l'ai dit, c'est un excellent réalisateur, et qui est trop méconnu parce qu'il a œuvré essentiellement à Shanghai. Et à Shanghai, durant cette période, beaucoup des films qui ont été faits ont été perdus. Donc, effectivement, c'est assez difficile de pouvoir voir et de connaître son œuvre durant les années 30 et 1940. Alors, je précise qu'il a eu également une espèce de polémique parce que, à un moment donné, Shanghai a été occupé par le Japon, les Japonais, et qu'il a travaillé dans un studio qui était sous la coupe des Japonais. Donc ça a abouti à un certain nombre de polémiques sur son rapport à la patrie et tout ça. Mais il n'empêche que c'est un excellent réalisateur, et qu'ensuite il a œuvré, il a fait vraiment un grand nombre de films durant les années 50-60, beaucoup de films majeurs à Hong Kong, mais qui ne sont pas dans le registre qui est celui que les éditeurs occidentaux, de manière générale, préfèrent, à savoir donc des drames, des films d'opéra. Donc, résultat, c'est un excellent réalisateur qui est encore très méconnu. Donc, bien qu'en soi, The Bells of Death ne soit pas si différent ou particulier de ce que faisait Shang-Chi, King Wu durant cette période, j'ose espérer que ça peut amorcer un intérêt pour les cinéphiles, pour certains éditeurs, pour se pencher un peu plus sur la carrière de Griffin Yue Feng et potentiellement amener à l'édition d'autres de ses films. Après, moi, dans le cadre de Portrait in Crystal, là encore, il n'est pas si
si différent de ce qui se faisait dans cette époque, parce que celui qui avait lancé la mode de ces wuxia très dynamiques, très riches en effets spéciaux et en idées un peu folles, bah, c'était Turiark avec Zou les guerriers de la montagne magique. Donc on est dans une espèce de mouvement exploitationniste hein, avec Portrait in Crystal. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui était assez méconnu en France jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Quasiment tous les cinéphiles connaissaient Zou les guerriers de la montagne magique, mais ils pouvaient avoir l'impression que c'était une œuvre unique et que ça n'avait pas marché et que ça n'avait rien donné. Alors qu'en réalité, le film a connu une exploitation plutôt correcte et ça a lancé une mini vague de wuxiapian dans le même registre, avec, comme j'ai dit, hein, les films de Tony Liu, avec Demon of the Hollywood, dont beaucoup d'entre eux sont maintenant sortis chez Spectrum Film. Donc ça s'intègre totalement dans cette démarche-là et les deux films sont d'extrême qualité, mais intellectuellement parlant, cinéphiliquement parlant, je ne peux pas dire qu'ils se démarquent tant que ça des courants dans lesquels ils s'inscrivent. En tout cas, procurez-vous les films et vous en ferez vous-même votre avis là-dessus sur ces trois. Je rappelle, hein, c'est The Bell of Death de 1968, Legend of the Fox de 1980 et Portrait in Crystal de 1983. Le troisième film est très surprenant. Voilà, donc je vous invite, édité chez Spectrum en Blu-ray, je vous invite donc à vous procurer ce coffret. Et Arnaud Lanuc fait partie de ces bonus. Il y a aussi Frédéric Ambroisine, si je ne me trompe pas aussi. Bref, il y a pas mal de bonus, comme d'habitude chez Spectrum, et ça reste toujours passionnant. Merci beaucoup, Arnaud, en tout cas, de nous avoir consacré un peu de ton temps. C'était un plaisir, et puis à très vite, la porte est toujours ouverte. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.